Yann Schrub sur grand écran, on le connaissait en athlète dans les stades, il est désormais la star d'un film, un documentaire qui lui a été consacré par deux journalistes, Baptiste Deveau et Jean Milon. Il a été projeté en avant-première au Cinéma Forum. Les étudiants ont fait leur rentrée à l'université de Metz. Ils sont 3000 petits nouveaux sur les bancs des amphis. Ils doivent désormais apprendre à gérer leurs études en autonomie. Rythme différent, amphithéâtre rempli et nouvelles méthodes de travail, rien à voir avec l'environnement qu'ils pouvaient connaître auparavant. Un week-end pour s'envoyer en l'air, le club espoir aéronautique de Sarreguemines a organisé ses portes ouvertes couplées avec l'opération Ça plane pour elle. L'occasion d'effectuer des baptêmes de l'air en avion, en ULM et en planeur, à tarif préférentiel pour les femmes. Sur les 100 membres du club, il n'y a actuellement que 8 féminines. Le grand marché des producteurs fera son retour le 6 octobre autour du château Schneider. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a invité une soixantaine de producteurs français et allemands. La galerie Beach & Art accueille jusqu'au 2 novembre deux artistes peintres, Marie-Claire Délinger et Marie-Madeleine Biache. Chacune ayant un style différent, elles ont choisi de proposer un questionnement aux visiteurs sur le figuratif dans l'art. Les Journées européennes du patrimoine misent sur le Platt, c'est le thème choisi cette année par la Casque, avec notamment une visite guidée du château Schneider en langue francique. Les animations et visites guidées en français, y compris nocturnes, sont maintenues et la façade du château sera à nouveau le théâtre d'un spectacle son et lumière. Rendez-vous du 20 au 22 septembre. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va plonger dans l'histoire avec nos invités du jour, le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, et Sébastien Marchal, directeur de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle. Nous parlerons d'événements qui se sont passés il y a 80 et 81 ans. On commence cette émission avec une info à retenir pour ne pas s'affoler demain. C'est une journée d'alerte nationale en Allemagne. Le 12 septembre, vers 11 h, un test général des systèmes d'alerte va être effectué. Les opérateurs de téléphonie mobile relayeront l'alerte, ainsi que les radios et les panneaux d'information, par exemple de la ville de Sarrebruck. Les sirènes et haut-parleurs de toutes les communes vont se déclencher à plusieurs reprises avec un son strident d'1 minute qui monte et qui descend, et la fin de l'alerte sera donnée par un son continu d'1 minute vers 11 h 45. Donc si vous avez prévu d'aller en Allemagne ou si vous êtes juste à côté de la frontière, pensez peut-être à prévoir des bouchons d'oreilles et n'oubliez pas, ce n'est qu'un test. Retour maintenant sur un événement, peut-être devrais-je même dire un phénomène. On connaissait Yann Schrub, héros des stades, le voici star sur grand écran. Deux journalistes, Jean Milon et Baptiste Deveau, lui ont consacré un documentaire. Il a été projeté samedi matin en avant-première au Cinéma Forum à Sarreguemines. Reportage. Pas de tapis rouge pour monter les marches, mais un accueil chaleureux pour les spectateurs. Et pour cause, tous sont des proches de la star du jour. Les invités sont la famille, les amis d'enfance, les proches de Yann Schrub. L'athlète sarregueminois a été suivi pendant 6 mois par les deux réalisateurs, Jean Milon et Baptiste Deveau. L'aventure a commencé grâce à nos rencontres avec Yann. Depuis quelques années, on le suit parce qu'il gagne beaucoup, donc on l'a suivi. Et on s'est dit qu'on aimerait le suivre pendant les Jeux Olympiques. Donc on l'a tout simplement appelé et il a dit oui, il nous a fait confiance. Ça, on est très touchés qu'il nous ait fait confiance. Et il s'est dit j'ai envie de raconter mon histoire et que cette histoire soit filmée et qu'on puisse garder des souvenirs pour des années et des années et des années. Et le plus important, voilà, c'est d'avoir ses émotions, de mettre en avant ses supporters, sa famille qui sont toujours présents et surtout montrer que Yann, c'est un garçon qui travaille, qui est sérieux et qui gagne sur la scène mondiale. Dans cette aventure, racontée essentiellement par Yann Schrub avec ses confidences, mais aussi commentée par ses proches, on découvre les coulisses des quelques mois qui ont précédé les Jeux Olympiques. L'ambiance avec sa famille et ses amis, fidèle fan club dans toutes les compétitions, mais aussi la vie de Yann Schrub en dehors du sport avec le passage de sa thèse de médecine. Ce film, c'est l'occasion de revivre ses grands moments sportifs, ses entraînements, ses stages à Vichy et en Afrique du Sud, ses victoires à Bruxelles et à Rome et ses déboires aux Jeux Olympiques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est forcément l'abandon aux JO qu'on a revécu d'une façon très, très, très forte sur un grand écran avec le son qui allait avec. Mais heureusement, comme l'a dit justement Yann, heureusement qu'il y avait cette fameuse qualif et ce fameux 5000 à la fin où il récupère la 12e place, où ça se finit en beauté pour nous en tout cas. C'est très très émouvant, c'était un très très beau film. C'est ça, je suis vraiment agréablement surpris, j'ai dû pleurer 2 fois parce que bon, je l'ai vécu et même si je savais ce que j'avais vécu, je savais les résultats, je savais ce que j'avais dit pendant l'interview. C'est vrai que de le revivre une 2e fois, en plus il a duré pas mal de temps, donc le revivre une 2e fois ça fait
les émotions ressortent parce que sur le moment, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Yann Schrub, la tête, le cœur et les jambes, et après. Entre la médecine et les compétitions, le cœur balance. Mais au fond, pourquoi choisir ? Après cette projection en avant-première au Cinéma Forum, notez que ce documentaire sera diffusé vendredi à 21h sur Moselle TV. Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais le centre-ville est animé. La réussite des événements organisés en extérieur dépend beaucoup de la météo. Et malheureusement, aujourd'hui à Sarreguemines, pour la foire de la Saint-Michel, il pleut. Un aléa qui n'a pas empêché l'installation d'une 50aine de stands proposant toutes sortes d'articles, notamment vestimentaires et alimentaires. Les exposants font contre mauvaise fortune bon cœur et ils restent positifs. Au fur et à mesure de la journée, la pluie devrait se calmer puis s'arrêter. La foire de la Saint-Michel se poursuit jusqu'à 18h30. La rentrée universitaire bat son plein et pour des milliers de jeunes étudiants, c'est le début d'une toute nouvelle aventure. L'Université de Lorraine accueille les nouveaux étudiants qui s'apprêtent à faire leur premier pas dans le monde de l'enseignement supérieur. Direction le campus du Saulcy à Metz dans ce reportage de Marie Vin. À l'Université de Lorraine et à l'UFR Sciences humaines et sociales de Metz et au département de sociologie. C'est le jour J pour ces premières années de licence sociologie. Ils étaient près d'une centaine à franchir les portes de l'université pour la toute première fois, parfois avec une petite pointe d'appréhension. Stressé un petit peu. Ouais, un peu. Pourquoi stressé? Parce que c'est nouveau, que ça va changer du lycée, quoi. On ne peut pas vraiment sociabiliser en avance, on est obligé, ça rend la rentrée un peu plus nerveuse. Pas stressé, mais je sais pas comment c'est, donc on va voir. Pour ces nouveaux bacheliers, c'est un monde inconnu. Rythme plus autonome, amphi rempli et nouvelles méthodes de travail, rien à voir avec l'environnement qu'ils pouvaient connaître. On est en université. Du coup, ça va, je me dis que c'est beaucoup plus cool par rapport à un BTS ou à une IFSI. Mais voilà, l'autonomie derrière, elle est largement plus sollicitée. Je pense que c'est plus libre déjà et c'est moins encadré. Et puis c'est pour nous qu'on fait ça, quoi. Il n'y a pas d'enjeu avec nos parents, etc. Donc c'est vraiment personnel, quoi, je pense, la fac. Pour cette nouvelle année, ces nouveaux étudiants ont tous en tête un objectif. De réussir. Voilà. Avant mon année, c'est surtout ça. De découvrir les cours, les enseignants. Cette année, franchement, c'est des attentes personnelles. Vraiment, je m'attends à ce que moi, je puisse savoir gérer le rythme. Cette année, dans le département de la Moselle, près de 15 000 étudiants ont fait leur rentrée à l'Université de Lorraine, dont environ 3 000 néo-bacheliers. Le début d'un nouveau chapitre pour ces futurs diplômés. Avec nos invités, on va parler d'un pan d'histoire qui n'est pas dans les manuels scolaires. Et oui, ce n'est pas dans les livres de classe, mais Sarreguemines se souvient. Alors Sébastien Marchal, est-ce que les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle savent que ce lieu a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors je ne crois pas me tromper en disant que je ne pense pas que nos élèves de maternelle, d'élémentaire ou encore de collège connaissent l'histoire de notre établissement. Par contre, j'ose espérer que nos lycéens qui ont choisi l'option et la spécialité histoire géopolitique ont eu la curiosité de se plonger dans l'histoire de notre bâtiment. Oui, parce que même les Sarregueminois ne savent pas forcément que c'est un lieu qui a été bombardé. Oui, sauf si on est, dans beaucoup de familles d'ailleurs, directement concerné. Ma mère, par exemple, est élève dans les classes qui ont été bombardées à ce moment-là, et ça fait partie de notre histoire familiale. Mais c'est un bombardement qui n'avait pas eu lieu en période de classe. Si, il y avait des élèves, qui étaient présents à ce moment-là, oui. D'accord. Alors Sarreguemines se souvient, je pense que ça va aussi beaucoup nous permettre d'apprendre des choses. Et Sarreguemines se souvient, c'est le titre de l'exposition qui est en cours de préparation. La ville a lancé un appel. Est-ce qu'il a été entendu ? Qu'est-ce que vous avez recueilli ? Eh bien, nous avons retenu, parmi les nombreuses propositions, beaucoup de photographies, des témoignages également, puisque au moment, le 4 octobre, lorsqu'on sera sur place pour dévoiler la plaque, eh bien, des gens pourront nous livrer des témoignages. Il y a
des gens extrêmement intéressants qui nous ont proposé des anecdotes. On pourra échanger autour de ces anecdotes. Ce sera l'occasion de réunir aussi des générations autour de cet événement-là, les plus jeunes, les élèves notamment, avec ceux qui sont venus, qui viendront pour témoigner. On a récolté quelques objets. Est-ce qu'ils ont été sensibles à votre appel? Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours? Oui, tout à fait. On en a eu beaucoup. Et beaucoup de gens se sont renseignés sur la question. Beaucoup de ces gens ont appelé aussi pour savoir s'ils pouvaient venir, si c'était ouvert au public, bien sûr. C'est place de la République. On sera devant le pensionnat et nous poserons une plaque qui rappelle ce qu'on a vécu, ce que les Sarreguinois ont vécu à ce moment-là, à la porte du pensionnat. Alors, parmi tout ce que vous avez recueilli suite à cet appel lancé aux Sarreguinois et aux proches, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Qu'est-ce qu'on pourra voir dans l'exposition? Alors, il y a différentes étapes. Il y a une 60aine de photos qui sont des photos d'époque, de véritables documents historiques. Certains ont été colorisés pour qu'on se rende plus compte de l'effet extrêmement puissant que certains de ces éléments-là nous transmettent aujourd'hui à travers les âges. Il y a donc les photos qui ont été classées en 4 axes, qui vont un petit peu de la vision de Sarreguemines occupées, de Sarreguemines qui souffrent, de Sarreguemines bombardées, et de Sarreguemines qui à la fin est libérée. Donc ce sont les 4 grandes orientations de l'exposition, qui seront d'ailleurs revues pour le mois de décembre, puisque la partie... On va en parler, voilà. Mais je voudrais qu'on reste pour le moment sur ce premier pan d'exposition qui va avoir lieu à la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, d'accueillir cette exposition dans vos murs ? Pour notre établissement, c'est très symbolique parce que ça représente quand même un pan de l'histoire et on sait que le pensionnat, comme beaucoup l'appellent encore, est chargé d'histoire, puisque entre les sœurs, les bombardements et tout ce qui se continue, tout ce qui se poursuit aujourd'hui, on continue à écrire l'histoire. Donc c'est vraiment symbolique d'accueillir cette exposition, notre établissement. Oui, pour vous, c'était évident ? Oui, il y a eu plus d'une dizaine de bombardements marquants, mais celui qui nous a le plus impressionné, je crois que celui que la population a le plus conservé en mémoire, c'est celui du 4 octobre 1943, d'abord parce qu'il y a eu des victimes justement parmi les élèves. Voilà, donc lorsque les enfants sont touchés, on sait que ce jour-là, en moins d'une minute de bombardement, il y a eu 133 victimes, des centaines de blessés, des centaines de gens sans domicile par la suite. Donc ça a été extrêmement violent, extrêmement inattendu, au point d'ailleurs que les spécialistes évoquent une erreur, que c'était en fait Sarrebruck qui était visé, mais comme nos élèves ne le savent pas toujours, ce n'est pas un des bombardements allemands, c'était bien des bombardements américain, puisqu'il s'agissait de chasser les forces nazies encore en place. Donc c'est un petit peu une question de l'histoire ouverte que les Sarreguinois ont vécu de manière très puissante, d'où le choix du pensionnat. Et puis vous le disiez, cette exposition va se dérouler en 2 temps, donc d'abord dans la galerie Arpège de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, avec un début symbolique le 4 octobre, elle va se poursuivre jusqu'au 18 octobre, et puis ensuite il y aura une variante de cette exposition en décembre. Oui, cette fois-ci au casino. À partir de cette base de la première exposition, on va davantage travailler la partie libération et la partie reconstruction, avec aussi, et c'est important, un retour de reconnaissance en direction de Chasseneuil et de la Charente, puisque des élus, le maire de Chasseneuil et une partie de son équipe viendront à Sarreguemines. Ce sera pour nous l'occasion d'exprimer notre reconnaissance. Là aussi, le cordon ombilical existe encore entre ceux qui nous ont accueillis aux heures sombres de notre histoire. Voilà, on sera un petit peu plus orienté dans cette direction-là au mois de décembre. Est-ce que les gens peuvent encore vous confier des objets, des photos, peut-être plus pour cette deuxième exposition que pour la première? Est-ce que c'est encore possible? Oui, alors je pense qu'effectivement, pour le mois de décembre, techniquement, il y a encore possibilité de voir et d'intégrer. Pour celle du 4 octobre, c'est quasiment demain, c'est beaucoup plus difficile. Par rapport à tout ce que vous avez déjà reçu, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Qu'est-ce qui sortirait vraiment du lot?
Écoutez, moi j'ai été très marqué par certains témoignages. Il y a des gens qui sont de beaux conteurs, de bons conteurs, qui ont des anecdotes extraordinaires. Et puis je trouve qu'il y a des photos extraordinaires. Moi, le pavoisement colorisé dans les rues de Sarreguemines nous fait vraiment entrer dans la dimension de cette époque-là. Ça fait bizarre de voir les drapeaux nazis avec la croix gammée dans les rues de Sarreguemines, c'est sûr. Oui. Absolument. C'est là qu'on a quelquefois l'impression que c'est de la fiction. Hein, et d'où l'importance de montrer, d'expliquer aux jeunes générations ce que ça a été en réalité. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Eh bien, on a hâte de voir ça, les deux versions. Donc d'abord en octobre à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle et puis ensuite en décembre au Casino. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On va maintenant dans les airs. L'opération Ça plane pour elle était initialement prévue les 29 et 30 juin, mais elle avait dû être annulée suite à l'occupation du terrain par les gens du voyage. Le club Espoir Aéronautique Sarreguemines a profité des journées portes ouvertes le week-end dernier pour mener son opération de séduction en direction des femmes. Reportage de Marie-Philippe. Séjour de baptême de l'air à l'aérodrome de Sarreguemines pour Chloé et d'autres féminines. Le club Espoir Aéronautique de Sarreguemines a profité des journées portes ouvertes de ce week-end pour inclure l'opération Ça plane pour elle. Les femmes ont pu profiter de tarifs préférentiels sur les vols accompagnés en planeur. But de la manœuvre, ouvrir ce sport à la jante féminine qui représente seulement 5% des effectifs de la Fédération française de vol en planeur. Chloé a profité de cette offre et nous livre ses impressions. On arrondit tout doucement. C'était super, je recommande si vous avez l'occasion d'en faire un jour, que ce soit pour le moment assez détente, sans bruit avec le paysage, ou même les quelques explications, la découverte sur ce sport que je ne connaissais pas vraiment avant. Du coup, je recommande fortement. Le club de Sarreguemines compte 100 membres dans les 3 sections confondues. ULM, avion, planeur, mais seulement 8 féminines. À noter que 3 nouvelles recrues se sont inscrites cette année. Céleste fait partie de cette minorité. Elle pratique au sein du club le vol accompagné en planeur depuis le début de la saison. C'est cette liberté de pouvoir aller où on veut et surtout le paysage quand on est dedans. On arrive à sentir tout ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le bruit du moteur, donc forcément on est un peu livré à nous-mêmes et on pilote juste avec ce qui nous entoure. On doit vraiment être conscient de ce qui se passe autour de nous et forcément ça nous sert énormément, que ce soit dans la vie de tous les jours parce que ça nous responsabilise. Carton plein pour ce week-end de portes ouvertes avec près de 100 baptêmes de l'air réalisés, tout appareil confondu, avion, ULM et planeur. Parmi eux, 35 initiations au planeur, dont 19 par des femmes. Je pense que c'est très important de faire ce qu'on a envie. Il y a forcément des gens qui vont vous dire que c'est pas pour vous, que c'est pas réservé aux hommes et il faut pas se fixer des limites juste parce que quelqu'un vous a dit que c'est pas possible. Les moins téméraires ont pu admirer une exposition d'aéronefs, dont certaines pièces de collection. Des ULM, des avions et des planeurs appartenant au club ou à des particuliers y étaient présentés. L'Interassociation de Rémelfin vient de remettre un chèque pour l'association Agir Ensemble. Grâce au festival REM de cette année, 3 000 € ont été rassemblés qui serviront à acheter du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer et qui sont soignées à l'hôpital Robert Pax. L'année dernière, c'était 4 000 € qui ont été reversés. La cause de cette baisse, une très mauvaise météo qui a mis à mal la première soirée du vendredi 17 mai. Il restait le samedi 18 mai au soir qui a été perturbé par des coupures du groupe électrogène, mais qui n'avait pas impacté l'énergie du public. Il est de retour. Comme le veut la tradition, le marché des producteurs de la casque va se dérouler le mois prochain. Il aura lieu comme l'an passé autour du château Hutschneider et devrait connaître un beau succès populaire. Les visiteurs pourront découvrir les réalisations d'une 60aine de producteurs du territoire. Roland Roth nous en dit plus. Il y a comme d'habitude tout ce qui est lié à l'alimentaire par exemple qui va revenir. Ils vont quasiment tous être présents. Ceux qui ont l'habitude de venir sur notre site se rajouteront quelques nouveautés et
une fois de plus, nous allons accueillir des exposants qui nous viennent du côté allemand. Nous souhaitons promouvoir les circuits courts, promouvoir les produits qui sont fabriqués sur notre territoire, qui sont souvent méconnus. Et qui sont par contre de très grande qualité. Le consommateur recherche cela, d'ailleurs on le remarque chaque année, les consommateurs sont très intéressés par les différents produits qui sont proposés et n'hésitent pas à faire leur choix sur les stands des différents producteurs. On en est arrivé déjà à un point où le consommateur prépare sa venue en faisant une commande auprès du producteur avant de venir chercher leurs produits ici le jour du marché. Et notez qu'en plus de la présence des producteurs locaux, différentes animations sont prévues, balades à poney, tombola et restauration tout au long de la journée, en espérant évidemment que la météo sera de la partie comme l'an dernier. Pour le moment, ce n'est pas gagné. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, inutile de vous dire que les parapluies sont indispensables aujourd'hui, mais rassurez-vous, on devrait retrouver un temps plus sec pour demain. En matinée, les nuages seront encore nombreux en début de journée, mais vont se raréfier et laisser place à de belles éclaircies dans le courant de la journée. Malgré ça, les températures restent fraîches avec 6 à 7 degrés pour les minimales et 15 à 16 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Apollinaires et il fera jour de 7h08 à 19h54. Et je ne vais pas rester dehors plus longtemps, juste le temps de vous souhaiter encore une très bonne journée et à demain. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Le 15 septembre, le festival Euroclassique accueille Karam Al-Zouhir à la salle des fêtes Pierre Toulis de Benin. Découvrez cet artiste né dans l'univers de la musique syrienne et orientale. Avec son alto, il crée des harmonies inattendues, reliant son passé syrien et son présent français. Vivez un moment mélodique et nostalgique. Achat des billets sur ticket-régional.fr, à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche, ainsi qu'à la caisse du soir. Partons ensemble dans une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble le métier d'artisan. Nous partagerons un moment avec Viviane de la petite poterie du Hérisson à Philippsbourg. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent, ou alors tout de suite ils tombent sur le bon. Là l'autre jour, il y en a une qui me dit « Ah, celui-là, c'est le mien, je vais l'appeler Alfred ». Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait, Alfred, c'était le prénom de mon papa. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Il a de grands yeux. Hein. Il verra bien dans la nuit, lui. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. De nouveaux tableaux sont venus orner les murs de la galerie d'art de Bitche. 2 femmes peintres du secteur y exposent leur réalisation jusqu'au 2 novembre. Marie-Claire Délinger et Marie-Madeleine Biache ont des styles très différents, l'une davantage dans le réel et l'autre dans la déconstruction. Pour réussir à allier les deux, elles ont voulu que le visiteur se questionne. Reportage d'Emilia Zil. Des visages se mêlent aux paysages, aux fleurs et aux monuments. Il s'agit de la nouvelle exposition de la galerie Bitche et Art intitulée « Regards croisés, voir autrement ». Marie-Claire Délinger et Marie-Madeleine Biache y exposent leurs tableaux du 31 août au 2 novembre 2024.
Marie-Madeleine Biache est née en 1955 à Bitche. Elle a une grande attirance pour le semi-figuratif et le non-figuratif. Marie-Claire Deslinger est née en 1951 et a commencé à peindre en 1990 avec Gérard Ouvert. Les deux artistes ont voulu que les visiteurs se questionnent sur l'art et sa représentation. Elles ont tenté de répondre à la question suivante avec leurs œuvres. Une peinture doit-elle être fidèle aux apparences, tout juste allusive ou totalement détachée d'une réalité visuelle ? Certains tableaux portent sur des sujets similaires, mais ils ont été traités différemment par les deux femmes. Côté sortie culturelle, vous avez de quoi faire dans les prochains jours. Le festival Récits du dehors entame une nouvelle édition. Premier rendez-vous ce samedi à 10h30 à Bitche. Venez écouter Les mots qui dansent de l'autrice et poétesse Lisette Lombé. Au fil de ses textes à partager entre petits, moyens et très grands. C'est une séance tout public dès 7 ans. Dimanche à 11h, le festival se poursuit à Berenthal avec une séance en écho à l'exposition Muette la Carpe présentée au musée du verre de Meisenthal. Catherine Barzix, poétesse et slameuse, interprétera des textes relevant de différents registres dédiés aux étangs et à leurs habitants, écrits par ses soins ou empruntés à d'autres auteurs. Et vous pouvez prolonger votre journée sur le même thème en allant visiter l'expo à Meisenthal, d'autant que la designer Harmonie Bégon sera sur place de 14h30 à 17h30 pour vous accueillir dans son exposition au Pays des Carpistes, au Centre international d'art verrier. Mardi prochain à 19h à l'arrière de la salle des Rennes à Bitche, les Récits du dehors vous proposent Les Nuits de la pleine lune. Lisette Lombé, artiste belge et poétesse nationale de 2024-2025, mêle poésie, slam et militantisme. Inspirée par son parcours, elle a publié des recueils et un roman. En clôture de sa résidence, elle propose une performance mêlant ses mots et ceux d'autres auteurs. Et puis notez que les événements du festival Les Récits du dehors sont tous gratuits et qu'en cas d'intempéries, des solutions de repli sont proposées. C'est reparti pour une nouvelle saison au Domino's Bar à Lemberg. Premier concert ce samedi, ouverture des portes à 20h. Le groupe Trip mettra le feu avec son rock psychédélique et le duo Slow Train vous fera voyager à travers les États-Unis. Concert d'un autre genre dans le cadre du festival Euroclassique. Karam Al-Zouhir sera dimanche à 16h à la salle des fêtes de Benin. Né dans l'environnement de la musique syrienne et orientale, il a grandi avec la musique classique. Depuis qu'il vit en France, il a choisi d'explorer d'autres domaines musicaux et d'élargir ses expérimentations musicales vers le rock, le jazz et l'improvisation, la musique à effet sonore ou encore la musique répétitive. Les billets sont en vente sur le site internet du festival. Et puis, gros événement le week-end suivant, les Journées européennes du patrimoine. La communauté d'Aglo en fait tout un plat. C'est cette année l'intitulé choisi par la Casque, une touche linguistique qui s'ajoutera aux traditionnels rendez-vous qui ont fait la réussite de l'événement les années précédentes. Guillaume Dumontail nous en dit plus. À la mort de Paul Maximilien Hutschneider, petit-fils du célèbre Paul Hutschneider, à l'âge de 37 ans en juin 1901, sa veuve Marie von Zorn-Plotzheim décide de faire construire en 1905 une vaste demeure, certainement un projet du couple. Attendez-vous, cette année encore, à en prendre plein les yeux lors des Journées européennes du patrimoine. Les 20 et 21 septembre, l'hôtel de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence sera une nouvelle fois le théâtre d'un spectacle son et lumière qui permettra d'en savoir plus sur son histoire et sur celle de Sarreguemines et ses environs. Cette projection se double de visites guidées nocturnes. Elle rencontre chaque année le succès. D'ailleurs, certaines sont d'ores et déjà complètes. Si vous êtes intéressé et que vous voulez vous inscrire, vous devez appeler le 03 87 28 85 41. La journée de dimanche sera également festive avec les portes ouvertes du château. Des visites guidées seront également proposées. Il y en aura 2 en français et 1 en plate, la thématique que la communauté d'agglomération a décidé de développer cette année. C'est quelque chose qu'on tient à préserver puisqu'on essaye aussi de l'instaurer dans les écoles, au niveau de la médiathèque qui a un très très beau programme en plate. La médiathèque sera d'ailleurs pleinement engagée lors de cette journée. Elle proposera notamment des jeux en plate, des contes en plate, une animation en plate et il y aura également de la musique traditionnelle, un jeu concours. Le public sera aussi invité, comme chaque année, à élire la plus belle composition florale réalisée par les communes du territoire. Des expositions seront également là pour informer les visiteurs. Dernière info et pas des moindres, cet événement qui se déroule au total donc sur 3 jours est gratuit et tout public. On
On termine cette émission avec le coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum. Cette semaine, c'est Le Fil de Daniel Auteuil. Inspiré d'une histoire vraie, ce polar judiciaire a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Alors cette semaine, avant de vous parler du coup de cœur, c'est une semaine de rentrée. Qui dit rentrée, beaucoup de nouveaux films à l'affiche, notamment Beetlejuice de Tim Burton, qu'on avait présenté en avant-première dès ce week-end, mais également Langue étrangère, réalisé par Claire Burger, originaire du Bas-Saouillet, et le film dont je vais vous parler cette semaine, Le Fil, réalisé par Daniel Auteuil, un polar que je qualifierais de judiciaire, interprété par Daniel Auteuil et Grégory Gadebois. C'est en fait l'histoire d'un avocat qui avait cessé de plaider au pénal après avoir fait acquitter un multirécidiviste. Et en fait, il est commis d'office dans une affaire et il reprend un peu le pénal pour, par conviction, défendre cette personne, ce monsieur interprété par Grégory Gadebois, qu'il estime convaincant en étant innocent. Donc c'est, comme je vous le disais, un vrai polar avec beaucoup de tension, beaucoup de rebondissements également, très très bien interprété, vous en doutez, avec de tels acteurs. Et pour moi, c'est vraiment le film de la semaine, qui en plus s'est inspiré d'une histoire vraie, d'un fait divers vrai. Donc, comme d'habitude, à découvrir dans nos salles.